Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler de l'économie circulaire dans le sens où l'économie circulaire concerne évidemment l'automobile, puisqu'une voiture, aujourd'hui, on ne la jette pas telle qu'elle dans une poubelle, on la détruit petit à petit, on la dépollue, on enlève les pièces et ces pièces-là, on peut les réutiliser. Bonjour Odette Dantas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes du cabinet JIPA. On va dégrossir la situation avec vous. Loïc Bérozet, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le très respecté directeur général d'Indra. Merci à Patrick Poincelet d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la branche VHU au CNPA. Et Laurent Assis Arantès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SACEO qui lance Opisto et vous allez nous en parler dans un petit instant. Alors, où est-ce qu'on en est quand même de la situation de cette pièce de réemploi, de la pièce automobile? Quel est le constat aujourd'hui ? Alors on va redonner un petit peu le cadrage, pourquoi on parle d'économie circulaire dans le secteur de la réparation automobile. Donc il y a une loi qui a été publiée, on va commencer, c'est en 2015, qui est la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte. Donc évidemment l'objectif est toujours double dans le cadre de cette loi-là, c'est de se dire qu'on va prendre des pièces automobiles qui sont usées mais toujours fonctionnelles et effectivement on va les remettre en usage, ce qui permet de faire des économies pour l'environnement, évidemment en matières premières, en énergie non renouvelable. Et puis du côté du réparateur, parce qu'elles sont censées être moins chères, du côté du consommateur, évidemment, de parler à son pouvoir d'achat. Donc elle est rentrée en vigueur donc, au 1er janvier 2017. Et donc que dit cette loi-là? Elle impose donc aux différents réparateurs qui font de l'entretien et de la réparation automobile de permettre à leurs consommateurs, à leurs clients, d'opter pour certaines catégories de pièces, elle ne concerne pas toutes les pièces de rechange, pour des pièces qui sont issues de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc on a parlé de pièces d'occasion, pièces de réemploi, mais c'est aussi une autre catégorie de pièces qu'on appelle aussi l'échange standard. Donc là, pour faire rapidement, on a eu le décret d'application, c'est-à-dire là en octobre 2018, qui disait aux différents réparateurs comment ils doivent informer leurs clients. Donc il y a des systèmes effectivement d'affichettes où le client doit savoir pour quel type de pièce je peux opter pour une pièce issue d'économie circulaire, lesquelles, dans quel cas le réparateur n'est pas amené à en proposer. Et ce qui est une difficulté, quand même une difficulté pour les réparateurs, il doit recueillir sur un support matérialisable donc le choix, l'option en fait du client d'opter ou pas pour une pièce circulaire. Donc ça c'est un peu pour dégrossir un petit peu le débat de la loi. Et il y a l'intérêt du réparateur et il y a l'intérêt du client, ce qui n'est pas forcément le même. Exactement. Donc là, on a un peu la théorie de ce qu'était l'idée qu'on veut défendre. Et si on dit est-ce qu'elle a de l'opportunité? Oui, à trois points, on peut trouver des opportunités. Déjà pour notre environnement, donc on ne peut que être d'accord. 2, au niveau des consommateurs finaux qui vont pouvoir garder leur véhicule plus longtemps parce qu'ils vont pouvoir le réparer à moins cher. Et puis pour les réparateurs, de laisser dans le parc des voitures qui peut-être sans cette réparation seraient mises au rebut. Mais côté client, alors donc nous dans le cadre de nos études JIPA, on a regardé, c'est au cœur, le client est au cœur de cette loi, mais est-ce qu'il a d'agrément ou pas finalement à mettre de la pièce d'occasion sur son véhicule, sachant que ça existe déjà depuis longtemps sur l'activité carrosserie, mais c'était fait un petit peu au cas par cas. Donc 3 enseignements de l'étude. 1, est-ce qu'ils connaissent déjà ce lexique qui est de la pièce d'occasion ou les pièces échange standard? Ce que révèle l'étude, c'est que oui, ils connaissent ces vocables, ces verbatims leur parlent. 8 sur 10 savent ce qu'est une pièce d'occasion et quand même 6 sur 10 de la pièce échange standard. 2, est-ce qu'ils y ont déjà goûté? Est-ce qu'ils ont déjà pris de la pièce d'occasion? Donc là, moi, je parle du particulier. Et là, ça va concerner à peu près 20% des conducteurs quand même qui ont déjà, dans le cadre de leur entretien automobile, recours à ce type de pièce, un petit peu moins pour la pièce échange standard. 3, c'est est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'il y a un agrément? Est-ce que vous seriez prêt à mettre de la pièce d'occasion plutôt que de la pièce neuve? Agrément relativement fort là aussi, 6 sur 10. Mais attention, ils nous disent OK, mais en fonction des pièces, pas pour toutes les pièces. Donc ça va demander effectivement aux différents professionnels déjà de rassurer le client, de se dire effectivement il est en toute sécurité pour le type de pièce. Donc ils y mettent bien quand même une certaine condition, pas pour tout. Deuxième élément, on a pu voir aussi au niveau peut-être de l'assurance, puisque ça existe déjà dans les... Ouais. C'est ce que j'allais vous dire, et puis pardon de vous couper, mais on va revenir à votre étude tout à l'heure, Patrick Poincelet et les autres d'ailleurs. C'est vrai que ce qui revient souvent, c'est
tant que l'assurance prend en charge, moi je préfère une pièce neuve. Non, c'est ça? Si je peux me permettre, parce que là je vais parler en tant qu'organisation professionnelle. Déjà, je veux refaire un petit peu de complément de ce qu'a dit madame. Déjà, la loi, elle ne dit pas les pièces qui sont autorisées. Elle dit seulement, elle donne une liste de pièces sur lesquelles le professionnel a l'obligation de proposer, ce qui n'est pas la même chose. Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune interdiction de revente d'aucune pièce de réemploi. Quelle que soit la pièce d'une automobile, il n'y a aucune interdiction. C'est le premier point. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans les propos qui sont tenus par des tiers, un peu partout dans les différents médias, on entend ce qui n'est pas autorisé est interdit. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est aujourd'hui une obligation de proposition. C'est pas forcément fait, mais c'est pas... Voilà, le professionnel a l'obligation de proposer à minima ces pièces-là. Ouais. D'accord. Bon. C'est déjà ça. Le deuxième, c'est qu'effectivement... Après, on n'est pas obligé de suivre. Voilà. Puisqu'après, il faut les accords des tripartites, de l'ensemble des acteurs pour pouvoir utiliser. Mais c'était important de préciser que toutes les pièces de réemploi peuvent être réutilisées aujourd'hui. Le deuxième, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne concerne pas exclusivement que les pièces de carrosserie. Forcément, la loi et les acteurs majeurs, les grands donneurs d'ordre, s'intéressent beaucoup parce que forcément, il y a un gain économique direct, entre autres sur les assureurs, de proposer la pièce de réemploi. Mais notre premier marché de pièces détachées de réemploi, c'est la pièce mécanique. C'est pas la pièce de carrosserie. Et forcément, on pense souvent au rétroviseur, mais en fait, non, c'est d'abord... Il faut savoir que la pièce majeure en automobile vendue d'occasion, c'est le moteur. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le marché de la pièce de rechange, 77% de la deuxième monte de moteur est en pièces de réemploi. D'accord ? Donc on est majoritairement, c'est sur la mécanique. Bon. Alors voilà. En tout cas, vous ne m'avez pas répondu sur ce côté assureur. C'est-à-dire, dès lors que l'assurance prend en charge, les consommateurs préfèrent une pièce neuve. Oui, non, Loïc Bérosé. Alors, non, le hasard fait que j'ai déjeuné tout à l'heure avec un assureur qui m'a dit que 11% aujourd'hui, 11% des réparations chez eux sont composées de pièces d'occasion, ce qui est très nouveau. En fait, hein. Donc, nouveau à partir de quand? C'est-à-dire d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Il y a 3 ans. Depuis 3 ans, les assureurs constatent que les particuliers réparent ou acceptent de réparer de plus en plus les voitures avec des pièces d'occasion. Et les assureurs poussent vers ça. Eux, ils ont un intérêt économique clair sur le sujet. Alors évidemment, les assureurs, que les choses soient claires, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Patrick, globalement, dans la profession, 70% du chiffre d'affaires est dans la mécanique et 30% sur la pièce de carrosserie. En nombre, c'est peut-être un peu différent. Le moteur est quelque chose qui vaut cher, donc forcément le chiffre d'affaires est important. Mais les assureurs surtout assurent des réparations sur les pièces de carrosserie. Essentiellement, quand une voiture est touchée de manière très brutale, elle est souvent mise en épave. Et donc, les assureurs vont fabriquer ce qu'on appelle un véhicule économiquement irréparable, qui derrière va être détruit et sur lesquels, effectivement, on va récupérer des voitures. Mais ils ne seront pas réparés au titre de l'indemnité d'une assurance. Je sais pas si vous, chez Indra, vous êtes en pointe sur l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne un sujet majeur ? Je ne comprends pas très bien le sens de votre question. Dans le sens où, comment est-ce qu'on fait pour justement améliorer ce taux, ce taux justement de clients qui acceptent de plus en plus? Ça veut dire qu'en gros, de votre côté, la pièce de réemploi ressemble de plus en plus à une pièce neuve. Alors, la pièce de réemploi aujourd'hui, depuis maintenant 3-4 ans, est en train de subir une révolution très importante qui n'est pas neutre au niveau des démolisseurs, au niveau des centres VHU, en termes d'organisation. Dans le sens où jusqu'il y a encore 3-4 ans, la pièce d'occasion était essentiellement commercialisée localement. C'est-à-dire que derrière, il y avait... C'est le bouche à oreille, c'est un professionnel, un particulier, un professionnel venait au comptoir, acheter sa pièce, la demander, la documenter sur place et essayer de trouver la bonne pièce pour qu'il puisse être réparé chez lui. Depuis maintenant 3 ans, ceci bascule sur un marché et une organisation nationale. Oui, par Internet. Donc, par Internet, oui, beaucoup par Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'assureurs qui le demandent, c'est-à-dire qu'ils demandent aujourd'hui d'avoir
d'avoir un tarif si possible national en place, d'avoir les pièces, un stock si possible national pour qu'ils puissent proposer ça à l'ensemble de leurs assurés, parce que c'est pas forcément gagné. Et ce basculement de l'économie du commerce local vers du commerce national fait que derrière, vous êtes obligé de vous réorganiser complètement. Ce qui est vraiment pas neutre pour un démolisseur. Ça suppose de l'informatisation, ça suppose Oui, vous avez le de système la précis chez vous, c'est ça? Alors non, Précis est une plateforme. Ouais. C'est la plateforme qui permet d'avoir... Laurent Assis-Sarentès pourra vous parler d'Opisto, qui lui est un DMS. Justement. Et ceci oblige aussi le démolisseur ou le centre VHU à s'organiser au niveau de la gestion de ses stocks, c'est-à-dire des rayonnages, un adressage des pièces, ce qui n'est pas neutre, c'est une vraie révolution chez eux. Et ça participe de manière très importante à, je pense, au déploiement de la pièce. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Aujourd'hui, on dit que la pièce d'occasion, là, c'est toujours pareil parce que ce ne sont que des estimations. On dit que la pièce d'occasion aujourd'hui en France pèse à peu près, je parle sous contrôle de Patrick Coincelet qui sait beaucoup mieux à propos de ce type de chiffres que moi, l'ordre de 3% du chiffre d'affaires total de la pièce neuve. La pièce neuve pèse à peu près 15 milliards, 13 milliards et quelques millions d'euros. 3%, ça fait de l'ordre de 400 millions, choses comme ça. Aux États-Unis, alors c'est vrai que le marché n'est pas le même, toujours très dangereux de faire des parallèles. Le système de distribution est très différent. Les dessins et modèles ont disparu depuis très longue date aux États-Unis. Donc il n'y a pas de problème de brevet et de propriété intellectuelle. Il n'y a pas de problème de protection de marché. C'est ça. Ça c'est clair. Alors c'est vrai qu'en France aujourd'hui, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais en France les dessins et modèles ça fait partie de l'actualité. Mais aux États-Unis, le poids de cette pièce est 22% des réparations, ce qui est énorme, entre 20 et 22% sur un marché de 100 milliards à peu près. Donc on est sur des organisations qui sont déjà avérées, avec un démontage qui n'est pas forcément bien. Alors, en tout cas, on progresse dans l'utilisation de cette pièce de réemploi. Et Opisto, dans tout ça, expliquez-nous. Opisto, en fait, c'est né il y a maintenant presque 10 ans. Et c'est né d'un constat en tant que consommateur, c'est-à-dire de pouvoir justement avoir accès à cette pièce de réemploi. Et nous, quand on a découvert le métier de la démolition automobile il y a 10 ans, c'était un métier qui commençait à se structurer. Il y avait des très belles sociétés qui commençaient à informatiser, investissaient beaucoup de moyens dans la partie Internet, dans l'informatisation du stock, mais c'était quelque chose qui coûtait très cher et qui était difficilement accessible. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une solution qui démocratise tout ça et qui fasse justement que l'informatisation du stock ne soit plus quelque chose de compliqué, mais quelque chose de simple, avec un processus industriel. Très loin du comptoir là. Voilà, on est loin de la casse automobile à l'ancienne où on allait avec sa caisse à outils pour démonter la pièce qui nous intéresse. Ce qui était encore le cas quand moi j'ai découvert le métier et qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, où on est sur des magasins de pièces de réemploi qui sont structurés avec des inventaires réguliers, avec des pièces qui sont prises en photo, avec des descriptions très détaillées des produits et vraiment une volonté d'une mutualisation globale de la pièce de réemploi. Les acteurs ont vraiment pris conscience que le fait de se rassembler sur des plateformes, de travailler ensemble sur la mutualisation, allait leur permettre de la démocratiser et justement, du coup, de la rendre plus facile d'accès. Avant, quand on avait un réparateur qui cherchait une pièce de réemploi, il allait prendre son téléphone ou il allait sur quelques portails indépendants, mais du coup, il devait faire plusieurs recherches pour essayer de trouver la pièce qu'il voulait. Aujourd'hui, il a justement accès à une mutualisation, à des stocks beaucoup plus importants. Nous, sur Opisto, on a un stock qui est de plus de 2 millions de pièces. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça permet quand même un choix qui est assez large. Est-ce que le prix de la pièce est le même partout ? Non, on est dans un libre marché. Oui, alors ça c'est une question de positionnement mais également. Vous comprenez bien que si je vous pose la question, c'est parce que c'est un sujet. Oui, mais déjà, on a aussi des problèmes réglementaires. Le problème, c'est qu'on est dans des entreprises... Alors vous n'allez pas me répondre à un problème par un problème. Attendez, je peux pas non plus ignorer la loi. Non, mais très bien. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où ce sont des entreprises... C'est un peu jésuite sur les bords, vous, hein ? Non, je suis pragmatique et je vois que ce serait un souhait pour la profession et nous y sommes. Ça serait un souhait pour la profession. Mais donc il a fallu trouver des solutions comme Indra l'a trouvé pour pouvoir arriver à faire un prix unique. Mais à partir du moment où on est sur des plateformes où les entreprises restent indépendantes, nous avons le problème des ententes illicites sur les accords de prix et
Et donc, pour ces raisons, le problème, le prix est un prix libre. Alors, comment ça marche justement sur votre plateforme ? Oui, la difficulté, c'est qu'en fait, la pièce d'occasion, on parle vraiment d'un produit unique, qui a un historique, qui est issu d'un véhicule, qui a un certain âge, et on peut avoir différents états de pièces. Donc, on doit essayer de normaliser tout ça. Et ensuite, il y a une notion de quels sont les investissements faits par le centre VHU pour justement essayer de fournir une pièce de qualité, un service après-vente qui soit bien suivi, des photos suffisamment précises pour justement détailler le produit. Donc, tous ces investissements, chacun les fait à sa hauteur. Et c'est vrai que c'est compliqué, du coup, à notre niveau, en tout cas, d'uniformiser les prix par rapport à ces engagements qui sont différents sur les différents centres. Très bien, dans ce cas-là, est-ce que les écarts de prix sont très importants ? Ça peut aller vraiment du simple au double ou du simple au triple Il y a des écarts de prix qui sont importants. Malheureusement, on essaye, nous, aujourd'hui, de valoriser le juste prix et d'essayer de tirer les prix vers le haut parce que, en fait, ce n'est pas qu'une histoire de prix. Et ce qu'on constate, notamment dans les statistiques d'achat, c'est qu'en fait, le consommateur ne cherche pas souvent le meilleur prix, mais vraiment un rapport qualité-prix. Donc, il va vouloir un engagement de la part du vendeur au niveau de la qualité. Il va vouloir être rassuré de par la notation qui a pu des autres consommateurs qui ont pu acheter chez le même vendeur. Donc on a une logique globale qui définit aujourd'hui un prix, et ce prix, c'est un prix marché qui se structure et qui n'est pas spécialement le moins cher. Loïc Bérozet, est-ce que dans la profession, le risque, c'est pas justement que certains centres VHU par rapport à d'autres, parce qu'ils sont en concurrence, bradent le prix des pièces ? Alors, nous, on a une marketplace sur les faits qu'effectivement, on a un tarif qui est un tarif à l'achat. Donc, et qui n'est pas un tarif de vente. C'est-à-dire qu'on achète pour le compte d'eux, et le prix de vente est fixé par à la fois les assureurs qui remboursent les carrossiers quand ils sont sur une assurance sur un accident qui est assuré, ou le carrossier ou le mécanicien réparateur qui va pratiquer le prix de vente qu'il a envie de pratiquer. Donc, par contre, l'ensemble des prix d'achat sont uniformisés au niveau de la France. Ça, c'est clair. Et ne touchent pas à la libre concurrence des prix de vente. La concurrence peut s'exprimer à plein dans ce domaine. À partir de là, moi, j'ai tendance à dire qu'il est extrêmement dangereux de laisser les démolisseurs qui ont cette manière de faire qui est très culturelle chez eux, qui est de dire je vais plutôt vendre moins cher pour pouvoir damer le pion au voisin. Je trouve que c'est dangereux, et que derrière, il y a effectivement un travail qui est fait c'est ce que je dis au réseau que nous animons. Vous travaillez sur le sujet, vous assurez une qualité de démontage, vous assurez une qualité de stockage, vous assurez une qualité de traçabilité. Tout ceci vaut de l'argent et ne mérite pas qu'il soit bradé. Et à partir du moment où vous commencez à brader, vous détruisez la branche sur laquelle vous êtes en train de scier, la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc, il s'agit de protéger... On vous a écouté ? Alors, de plus en plus, ça c'est quelque chose que j'étais avec Patrick. Au début, on est très très opposés sur le sujet, parce que Patrick considérait que les démolisseurs devaient être libres de pouvoir pratiquer les prix. Il nous l'a encore redit. Oui, non, mais j'ai pas de problème avec ça. On a des visions différentes. Maintenant, on a une vision un peu différente sur le sujet. Maintenant, aujourd'hui, le fait est que je pense qu'il est, en tout cas, ceux qui font partie de la plateforme Précis l'acceptent. On vend cher, que les choses soient claires. On est plus cher que... Mais on vend de la qualité. Oui, on vend cher. Je le revendique et j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais on vend de la qualité, on contrôle cette qualité avec nos gens sur le terrain. Et on est en système B2B, attention, et non pas en B2C. Donc on est vraiment dédié aux carrossiers, dédié aux assureurs, dédié aux constructeurs. Bon, vous savez qu'il y a deux constructeurs, un de nos actionnaires bien sûr qui s'appelle Renault, mais aussi PSA qui a adhéré à Précis pour l'ensemble de ces valeurs en fait que véhicule Précis. Aujourd'hui les démolisseurs, je constate aujourd'hui que les démolisseurs mettent de plus en plus dans leurs affaires des bases tarifaires. C'est assez amusant, parce que je leur ai dit, vous verrez, la base tarifaire fluidifie le commerce. Mais est-ce que c'est pas justement comme ça qu'on arrivera à encourager l'économie circulaire aussi, justement en s'accordant sur un prix ? Est-ce que ce n'est pas je vous pose la question, Patrick, est-ce que c'est pas un frein justement à ce que tout cela se développe ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros frein, il est chez les réparateurs. Il faut être clair. Il faut être clair. Il est chez les réparateurs. Les réparateurs, parce que les grands donneurs d'ordre que sont les assureurs, leur presse les presse. Et il ne faut jamais oublier une chose, qu'une pièce de réemploi est un produit qui a déjà eu une vie. Donc, quand on veut demain chercher une porte qui n'a jamais pris un coup de parking, chercher un capot qui n'a jamais pris un éclat de caillou, c'est extrêmement compliqué. Donc, à un moment, le réparateur, il a une remise à niveau de faire. Majoritairement des pièces par rapport à une pièce neuve. Donc, à un moment, ça a aussi un coût. Et tout ça, il faut que tous les acteurs de la filière en tiennent compte. C'est-à-dire il ne peut pas y avoir qu'un seul gagnant. Il ne peut pas y avoir qu'un seul gagnant. Il faut que tout le monde retrouve ses... Et si le réparateur ne retrouve pas ses marges, qui sont compliquées aussi aujourd'hui, eh bien notre produit aura du mal à percer. Donc il est prêt à payer. Et là, je rejoins tous mes amis sur la valeur. Aujourd'hui, c'est pas le prix qui est l'élément déterminant d'une vente. Effectivement, c'est tous les services qu'on va apporter. Entre autres, d'ailleurs, quand on entend moi, je me rappelle au début parce que juste un petit aparté. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. La pièce de réemploi dans les réparations accidents, elle date de 2009. D'accord ? 2009, avec l'arrêté sur la loi VE qui a permis l'ouverture à la pièce de réemploi. C'est là que les assureurs ont commencé à rentrer dans le produit. Et là, ça a été extrêmement clair. Au départ, c'était traçabilité, problème des réparateurs. Ils nous exigeaient la traçabilité, la qualité, les services, la livraison et tout ça. Le prix, aujourd'hui, avec quelques années de recul, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la seule et unique, vraiment, ce qui les limite, c'est effectivement les prises en compte de la compagnie et la qualité de nos pièces. C'est pas un problème de tarif, c'est pas un problème de service, c'est la qualité qu'on va leur donner. C'est tout le reste aujourd'hui, ce n'est plus sujet. Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet de l'économie circulaire. Merci à Loïc Bérosé, Patrick Poincelet, Laurent Assis-Arantès et Odette Dantas. Merci de nous suivre sur Mobility TV.